crois profondément que l'héritage des pères fondateurs est quelque chose qu'il faut garder comme un socle, mais qu'on ne peut pas rester au même niveau. Et concrètement, les objectifs des pères fondateurs étaient des objectifs très clairement politiques. Ils parlaient d'une fédération européenne qui était là pour garantir la paix. C'est ce que j'appelle un bel objectif, un grand objectif politique. Mais la méthode était très largement technocratique, c'est-à-dire l'idée était de confier le rôle d'impulsion à des gens dotés d'une légitimité qui n'était pas directement ancrée dans le suffrage universel. Et quelque part, il y avait une forte méfiance de la politique concrète, de la politique de tous les jours, avec les débats parlementaires, les référendums, les élections, qu'on considérait peut-être à raison à ce moment-là comme quelque chose pourquoi l'idée européenne n'était pas assez mûre. Je crois que, notamment après le traité de Maastricht, on ne peut plus faire l'économie d'une politisation réelle, non seulement des enjeux qui sont déjà très largement politisés, mais aussi des méthodes de fonctionnement de l'Union européenne. Et concrètement, je pense qu'il s'agit de construire maintenant, c'est de traduire, de créer un lien à peu près direct entre la volonté que les Européens expriment pendant les élections et les actions concrètes qui sont formulées par les institutions européennes et notamment la Commission européenne, et par ce même biais permettre quelque chose qui n'a jamais existé au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire une alternance entre des projets politiques. Pour qu'un citoyen puisse s'identifier avec un élu, un représentant, il faut qu'il ait le sentiment de l'avoir choisi et de savoir pourquoi il l'a choisi. Et bien, il l'a choisi à l'issue d'un débat où des responsables politiques s'affrontent avec des visions politiques différentes, et le citoyen a fait le choix, il a gagné ou il a perdu. S'il a gagné, il est content, il sait que son favori est aux affaires et aux prochaines élections, il va se décider à nouveau en fonction de son bilan. S'il a perdu, il accepte d'avoir perdu parce qu'il se dit qu'aux prochaines élections, il aura sa revanche. Mais quelque part, il sait se positionner. C'est-à-dire, je pense que l'Union européenne était construite sur une idée de consensus. C'était sans doute nécessaire dans les temps pionniers. Mais je crois qu'on est plus loin aujourd'hui et qu'il faut cesser d'avoir peur de sortir de ce consensus pour politiser les enjeux et pour dire que voilà, sur certaines questions, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus politique, eh bien on l'assume. Et pour prendre par exemple un sujet qui passionne les foules, la question des élargissements à venir, par exemple celui de la Turquie. Eh bien, je pense qu'on sait très bien qu'il y a des forces politiques en Europe qui sont contre l'adhésion turque, il y a d'autres qui sont pour. Eh bien, je pense que pour le moment, on n'a pas un système qui permettrait, et on n'assume pas cette contradiction-là, et on n'a pas une fois une commission qui serait pro-élargissement à la Turquie, qui serait sanctionnée et remplacée par une commission qui, elle, s'engagerait sur l'inverse. La commission est toujours dans une logique de consensus, de compromis, de conciliation. Ça a le mérite de ne pas exacerber les tensions entre les États membres, c'est pour ça qu'on a adopté ce système-là. Le coût qui devient de plus en plus lourd, c'est que ça désespère un peu le citoyen qui a l'impression que, quel que soit son vote, quelle que soit son aspiration, l'Union européenne, c'est une espèce de grosse machine qui avance toujours dans le même sens et elle ne dévie jamais par rapport au cours qui était fixé. Et ce cours-là semble complètement étanche par rapport au vote des citoyens.